Bourse, le débat sans fin sur la probabilité d'une récession économique aux États-Unis. Tranchons enfin le débat. Chers amis, dans cette nouvelle édition du Top Gun, je reprends mes 10 grands baromètres de récession économique aux États-Unis pour vous illustrer que non, l'économie américaine n'est pas en récession. Je vais vous expliquer exactement tous les meilleurs indicateurs à suivre sur le sujet. J'ai tout synthétisé dans un tableau, je vous fais aussi un point technique sur le marché action américain, je vous fais un point fondamental sur la Chine et ses mesures de relance massives depuis la semaine dernière, et du coup qui servent ma stratégie technique de rebond du marché action chinois, les indices boursiers chinois qui sont en remontada sur la semaine dernière. C'est parti, nouvelle édition du Top Gun. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Bourse, le débat sans fin sur la probabilité d'une récession économique aux États-Unis. Alors je décide de retraiter ce sujet, pourquoi ? Parce que tout le monde le met en avant, le S&P 500 fait des nouveaux records historiques, le marché action européen est en reprise, le marché action chinois est en remontada, et beaucoup s'inquiètent parce que voilà, les taux sont restés élevés pendant un certain temps, le bilan de la Fed continue de diminuer, beaucoup craignent que la Fed ait pivoté pour la mauvaise raison, mettent en avant typiquement la fameuse inversion de la courbe des taux, qui se désinverse d'ailleurs, et qui a prévu les 7 dernières grandes récessions économiques. Récession, voilà l'épouvantail qui fait peur à tout le monde, et qui finalement fait qu'un certain nombre d'investisseurs ne profitent pas de la hausse du marché action, ne profitent pas de la hausse des actifs risqués. Alors, si vous êtes dans cette catégorie et que clairement vous craignez une récession, n'oubliez pas, les obligations seront gagnantes dans tous les cas. Ça, c'est une stratégie haussière que je porte. Tous les replis s'achètent du marché obligataire. Donc, là, ce que je fais avec vous, j'ai essayé d'être synthétique. J'ai rassemblé dans un tableau. Non, parce que lorsque quelqu'un vient me voir, Vincent, regarde l'inversion de la courbe des taux, ça a prévu les 7 dernières grandes récessions économiques en Occident. Ok, très bien. C'est un argument. Et puis, il y a inversion de la courbe des taux et inversion de la courbe des taux. Il y a la raison de l'inversion. Et puis, il y a la façon dont ça se désinverse. Ça, nous avons travaillé le sujet plusieurs fois. Le marché du travail, la désinflation. Nous sortons d'une période inflationniste exceptionnelle. L'inflation a les reins brisés, en grande partie. Bon, en tout cas en version nominale, pas encore en version sous-jacente. La courbe des taux va se désinverser peut-être pour cette raison. Du coup, cela change la donne. Mais d'autre part, au-delà de ça, très bien, vous pouvez avancer un argument en faveur d'une récession économique. Ou encore, le Proche-Orient, la guerre, l'Ukraine, le monde, la Troisième Guerre mondiale. Très bien. Bon, ça, je ne vais pas parler de géopolitique dans cette vidéo. Mais je l'ai toujours en tête, clairement, je le sais, tout le monde le sait. Il suffit d'allumer un média en continu pour comprendre que la situation géopolitique est toujours, non pas un signe noir, distinguez bien une chose, le signe noir de l'épée de Damoclès. Le signe noir, nous ne listons pas, c'est un risque qui n'est pas listé en amont. Donc, la situation géopolitique, les différents conflits en cours ou potentiels sont bien listés. Non, le signe noir, c'est on ne l'a pas vu venir. Je sais pas, une météorite s'écrase sur la Terre. Je donne un exemple extrême exprès. Personne ne l'a listé dans les risques pour le marché action. Mais la récession économique est un risque, puisque dans le passé, toutes les récessions économiques se sont accompagnées d'une chute à 2 chiffres de pourcentage du marché action. Je comprends que ce sujet interroge, alors que le S&P 500 enchaîne record historique sur record historique. Bon. Donc, au-delà de ça, je vais répondre à typiquement une personne qui vient me voir et qui me dit « Vincent, regarde, l'inversion de la courbe des taux. » C'est un argument. Moi, j'en ai 10 à vous proposer. 10, et après, on fait une moyenne. Certains sont effectivement peut-être en alerte noire, en alerte rouge, en alerte orange, ou au contraire, continuent de clignoter au vert. C'est la classification que je vais vous proposer. Et puis, je vous donnerai ma conclusion au final. Quels sont, si je devais retenir 3 grands baromètres. Si 3 grands baromètres étaient en alerte rouge, oui, là, nous serions en récession. Et quels sont ces 3 grands baromètres ? Vous allez voir que je ne mets pas l'inversion de la courbe des taux à l'intérieur. C'est parti, que le rideau s'ouvre, le programme s'affiche sous vos yeux. Alors, c'est aussi une semaine de mise à jour du rapport NFP, donc j'en profite, je voulais retraiter ce sujet de la récession économique, parce que vous avez la mise à jour de toutes les statistiques américaines, tout le marché du travail. Donc je vous propose de statuer, alors une fois pour toutes, c'est un peu ambitieux, c'est pas vraiment le cas, mais en tout cas faire le point sur cette inquiétude que la haute finance peut avoir, ou que l'investisseur particulier peut avoir, à savoir est-ce que la Fed aurait pivoté pour la mauvaise raison, à savoir une augmentation de la probabilité d'une récession économique ces 12 prochains mois aux États-Unis. C'est la raison malsaine, vous savez que cela menacerait le marché action. Donc première partie, tableau synthèse de tous les outils pour prédire une récession US et statut actuel. Alors de tous les outils, de mes outils.
Le rapport NFP du vendredi 4 octobre, c'est le temps fort fondamental de la semaine. Chine, un package de soutien à l'économie massif, monétaire, budgétaire, tout ce que vous voulez. Et ce qui est exceptionnel, c'est que cela est venu corroborer ma stratégie technique. Je ne savais pas que les mesures de soutien arrivaient. Tant mieux, j'en parle. Et S&P 500, comme d'habitude, analyse technique, multi-horizon de temps. Marché action, doit-on craindre une récession économique US ces 12 prochains mois alors que le S&P 500 a établi au mois de septembre de nouveaux records historiques sur fond de jumbo Fed cut? La haute finance continue de s'interroger sur le risque de récession de l'économie des États-Unis, sur la nature tardive du pivot de la Fed. Et oui, effectivement, la politique monétaire est restée restrictive un certain temps, plusieurs mois consécutifs. Et donc nous nous interrogeons, la haute finance s'interroge sur le risque que cela peut avoir sur la croissance économique, sur certains secteurs, l'immobilier et un certain nombre de secteurs, de manière générale, tout ce qui est lié au crédit, tout ce qui dépend de la consommation des ménages, des crédits à la consommation, des crédits immobiliers. Bon, et puis bien sûr la baisse du bilan de la Fed. Bon, ce sont des risques sur l'économie, la situation mondiale, l'économie chinoise qui peine à réaccélérer. Bon, avec le package de soutien, ça va peut-être changer, mais X raisons qui font craindre aux investisseurs un risque de récession économique ces prochains mois et donc un risque de chute à 2 chiffres du marché action, car effectivement, toutes les récessions économiques occidentales du passé se sont traduites par une chute à 2 chiffres de pourcentage du marché action. Alors, en revanche, mais ça, je ne reparle pas dans cette édition du Top Gun, je vous en fais le suivi régulier, vous le savez, je le retraiterai la semaine prochaine. C'est un facteur de soutien puissant pour le marché obligataire. J'espère que maintenant vous avez toutes et tous des obligations dans votre portefeuille et que vous avez bien l'intention de tenir au moins 12 mois pour aller chercher vos 20-30%. Alors, passons en revue ma sélection des baromètres pour déterminer si le risque de récession US est fort et si le pivot de la Fed pourra briser ce risque. Donc, voilà la synthèse. Alors, je vous mets le tableau, on va tous les regarder. Nous les regardons tous et je vous donne à la fin, au sein de tous ces indicateurs, lesquels sont les 3 plus importants. Donc, vous voyez, ce sont des baromètres de récession américaine. Je leur ai mis un statut actuel. Alors, je commence par l'inversion de la courbe des taux. Alerte noire. Inversion de la courbe des taux, alerte noire. Alors là, c'est l'argument que tout le monde m'avance. Vous savez, j'interviens sur un certain nombre de groupes privés, de groupes publics, bon, peu importe. Vincent, l'inversion de la courbe des taux, là, on est foutu. C'est quoi l'inversion de la courbe des taux? Vous savez ce que c'est. Logiquement, vous avez déjà fait des crédits immobiliers ou des crédits à la consommation, vous êtes tous d'accord pour dire que les taux à long terme sont plus élevés que les taux à court terme. C'est logique. C'est comme ça que se price le risque. Bon. L'inversion de la courbe des taux, c'est lorsque les taux courts sont supérieurs aux taux longs. Mais cette situation finit par se désinverser et nous retrouvons une pontification de la courbe des taux. Historiquement, l'inversion de la courbe des taux a prévu les 7 dernières récessions occidentales. Et oui. L'inversion de la courbe des taux a prévu les 7 dernières récessions occidentales. Donc pourquoi pas la 8e? C'est le risque. Mais moi je dis, ce n'est pas mécanique. Parce que la courbe des taux s'est inversée. En grande partie parce qu'il y a eu cette lutte monstrueuse contre l'inflation. Une vague inflationniste plus vue depuis les années 80. Une vague inflationniste créée par l'homme, qui a décidé de mettre en pause à l'époque, au moment de la crise sanitaire, l'économie mondiale. Et lorsque l'économie a été rouverte, un décalage de malade entre les structures productives et la consommation qui s'est mise à réexploser. Et d'autres raisons, la guerre, etc. Mais si la courbe des taux maintenant se désinverse, en général, la récession suit après. Mais là, actuellement, elle peut se désinverser pour la bonne raison qu'est la désinflation. Par contre, oui, si c'est la mauvaise raison, là, forcément, ok. Donc, j'illustre mon propos, et ensuite nous allons regarder les autres éléments. Donc effectivement, la fameuse inversion de la courbe des taux, vous avez ici un graphique qui illustre bien les choses. L'inversion de la courbe des taux est représentée par le spread entre le 1 an et le 10 ans. Vous avez donc, alors, lorsque le taux à 1 an est supérieur au taux à 10 ans, le spread, la différence est négative. Vous êtes d'accord? Lorsque le taux à 1 an est supérieur aux 10 ans, vous faites la soustraction, le spread, la différence est négative. Systématiquement, dans le passé, vous avez ici en gris les zones de récession. Nous constatons que lorsque la courbe des taux était inversée, lorsqu'elle se désinverse, une récession finit par arriver. Et là, elle est tout proche de se désinverser. C'est la même chose lorsqu'on regarde le spread entre le 10 ans et le 2 ans. Voilà donc qui inquiète en grande partie les investisseurs. Et je l'intègre dans mon modèle de récession. Et effectivement, alerte noire. Alerte noire. Maintenant, tout va dépendre
de la raison de cette désinversion. Et typiquement, s'il s'agit d'une désinversion, donc d'une baisse des taux courts, rappelez-vous, les taux courts sont sensibles au taux d'intérêt de la Banque centrale. Si la Banque centrale abaisse et enchaîne les jumbo Fed cuts, donc si la Fed enchaîne les jumbo cuts ces prochains mois, parce que l'inflation est revenue à 2%, et vous savez, vous avez observé que l'inflation nominale et les perspectives de l'inflation nominale sont positives, eh bien, ce sera une désinversion de la courbe des taux, mais pour une raison saine. Et du coup, ça n'agira pas en récession. Mais regardons d'autres modèles. Le modèle du Conference Board, lui aussi est en alerte rouge. Le modèle du Conference Board est en alerte rouge, c'est un modèle de probabilité de récession, il est très suivi par les investisseurs. Donc vous me dites, ça fait beaucoup. Le Conference Board, c'est donc un groupement économique hyper respecté aux States, aux États-Unis d'Amérique. Et ce qui est respecté, c'est notamment la courbe bleue ici. On appelle le LEI, le Leading Indicator du Conference Board, Leading Economic Indicator. Dans le passé, les retournements brutaux du Leading Indicator ont prévu les récessions. Vous avez ici les récessions en zone grisée, le retournement du Leading Indicator récession, le retournement du Leading Indicator récession, le retournement du LEI, récession du Covid, retournement du LEI, et donc voilà, tout le monde se dit récession. Le seuil d'alerte du LEI, récession signal, a été déclenché, to trigger, déclenché. Mais même les analystes du Conference Board reconnaissent que le rythme, la remontée du LEI récente, pourrait éventuellement annuler ce signal de récession et le transformer en simple ralentissement économique. En tout cas, effectivement, il y a une inquiétude, et le LEI donne ici un certain nombre de sous-composantes, de détails. Cet indicateur est donc en alerte rouge. Ensuite, vous avez un modèle de récession qui est très utilisé par la Fed, qui est le modèle de la Réserve fédérale de Philadelphie, l'US States Coincident Indexes. Alors ce modèle, lui, est parfaitement dans le vert. Il s'agit en fait d'une carte qui analyse, en fonction de plusieurs critères économiques, l'activité économique à 3 mois au sein des États des États-Unis. Si je ne dis pas de bêtises, il y a une 50aine d'États aux États-Unis. Ce modèle nous dit que l'économie américaine est en récession si 27 États passent en territoire négatif. Actuellement, en territoire négatif, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 États. Donc, le modèle US States Coincident Indexes de la Réserve fédérale de Philadelphie, qui est donc une des antennes régionales de la Fed, et l'actualisation date du mois d'août, là, donc c'est très récent, eh bien, il n'y a que 14, j'ai compté 14 États en décroissance, d'ailleurs en grande partie des États industriels, mais je rappelle que l'économie américaine est une économie de services, et tout est là, j'y viens. Donc, ce modèle, lui, pas de récession. Alors ensuite, celui-là, vous en avez entendu parler massivement, comme l'inversion de la courbe des taux, comme le modèle du Conference Board, le Real-Time Sum Rule Recession Indicator, alerte orange. De quoi s'agit-il? C'est basé sur le marché du travail, c'est un modèle de récession hyper suivi aux États-Unis, qui en fait représente la moyenne mobile du taux de chômage, la moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage U3. Alors il faut être précis, la moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage U3. Le taux de chômage U3, c'est le taux de chômage officiel. Parce que vous avez aussi le taux de chômage U6, qui prend en compte le travail précaire, les personnes qui ne recherchent plus d'emploi, qui est peut-être la vraie réalité, mais peu importe. Je vais vous le montrer, le U6. Là, nous sommes sur le U3. Ce modèle nous dit que la récession devient très probable lorsque cette moyenne mobile dépasse 0,50. Nous sommes à 0,57. Alerte rouge, me direz-vous. Alerte rouge. Sauf que le créateur de la règle de Sam, Real-Time Sum Rule Recession, le créateur de la règle de Sam, s'est récemment exprimé en disant « Ne tenez pas compte, pour le moment, du déclenchement de ce signal. » Il semble que lui-même, pour l'instant, il ait des doutes. Mais c'est à suivre, alerte orange. Donc là, effectivement, vous vous dites, c'est quand même assez incroyable, le S&P 500 empile les records historiques d'ailleurs, et parfaitement dans mon scénario de VAC 5,
Alors, est-ce qu'on est presque au bout? On approche de ma cible. Mais ça, c'est la dernière partie, l'analyse technique. Direz-vous, c'est incroyable, le S&P 500 empile les séances de hausse, et nous avons 3 des principaux baromètres suivis aux States de récession en alerte orange, et même alerte noire pour l'inversion de la courbe des taux. Oui, mais ce ne sont des modèles. D'ailleurs, continuons dans les modèles. Prenons celui-ci, qui est le modèle de la Réserve fédérale de Saint-Louis. Encore, la Réserve fédérale aux États-Unis est composée de 11 antennes régionales. Vous avez 11 banques centrales régionales qui sont fédérées au sein de la Réserve fédérale des États-Unis. Le modèle donc de la Réserve fédérale de Saint-Louis, lui, il est parfaitement dans le vert. Le modèle de la Réserve fédérale de Saint-Louis est ici. La probabilité d'une récession, c'est un modèle qui associe les dépenses de consommation des ménages, le taux de chômage, la production industrielle, des données sur le commerce, sur l'activité manufacturière. Bon, c'est un agrégat de données. La probabilité d'une récession selon ce modèle est de 1,96%. Donc vous avez l'inversion de la courbe des taux qui nous garantit une récession, mais là vous avez un modèle utilisé par une des antennes de la Fed qui nous dit que la probabilité de récession c'est 2%. Vous voyez tout de suite que associer différents modèles, c'est différent que de se concentrer sur un seul et peut-être celui sur lequel on a envie de se concentrer. En bourse, en analyse, il ne faut pas aller chercher les éléments qui confirment ce dont on a envie. Il faut être factuel, sans froid, factuel et surtout aucun biais. Et factuellement, si vous prenez 10 baromètres de récession, au stade actuel, vous en avez 3-4 qui clignotent en alerte rouge-orange, 1 en noir, et encore 6 au vert. Continuons. Le prix du pétrole. Alors effectivement, le prix du pétrole, c'est la matière première par excellence. Le prix du pétrole qui est complètement sous pression. Alors ça, je vous renvoie vers le Fast and Forex que j'ai fait il y a 2 semaines en vous expliquant que le seuil des 60-65 $ était le seuil de récession. D'ailleurs, ce fut à l'époque, alors nous sommes posés dessus, ce fut le seuil de décrochage de la récession du Covid. Mais c'est très complexe. Et ça, je vous renvoie vers le Fast and Forex que j'ai fait récemment. Si le prix du pétrole est sous pression, oui, bien sûr qu'il y a une inquiétude sur la demande en Occident, qui est complètement atone, les importations chinoises qui sont faibles, mais aussi, si le prix du pétrole est faible, c'est parce que les États-Unis produisent massivement, c'est parce que le Canada produit massivement, c'est parce que l'Amérique latine produit massivement, c'est 40% de la production mondiale, le robinet est ouvert à fond, et lorsqu'une offre est abondante, bon, et qu'on n'est pas en explosion économique, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire, ça fait baisser le marché. Donc, c'est effectivement un indicateur que la consommation est plutôt faible, mais puisqu'il y a aussi des informations du côté de l'offre, ce n'est pas suffisant pour dire que nous sommes en récession économique. Par contre, briser ce seuil, ça commencerait à être compliqué. Il y a aussi bien sûr l'impact de la géopolitique, il y a beaucoup de choses. Donc ce n'est pas un baromètre suffisant, même si c'est la matière première, même si dans toutes les récessions économiques, le pétrole sont des prix énormes. Je vous renvoie notamment à la récession économique de 2008. Je veux dire, voilà l'impact. Voilà ce que fait le pétrole en récession économique. Voilà ça. C'est une récession économique. Au stade actuel, le marché en fait est très rangy. La tendance du dollar américain sur le Forex, parfaitement ouvert, dans toutes les récessions économiques majeures occidentales, le dollar américain est recherché pour son aspect refuge. Or, le dollar américain est plutôt sous pression depuis le début de l'été. Et d'ailleurs, j'ai traité le sujet plusieurs fois dans le Fast and Forex ces derniers mercredis. Le dollar US est actuellement la devise majeure la plus faible du FX. Tendance de la consommation des ménages aux États-Unis. Maintenant, nous allons arriver du côté des hard data. Finalement, ça, c'est la clé. En fait, vous savez, au final, c'est le consommateur américain, le juge de paix. Il n'y a pas de récession économique tant que le consommateur américain est résilient. Je vous ai sélectionné les 2 meilleures statistiques pour évaluer le comportement du consommateur américain. La statistique des ventes au détail, qui certes est faible, mais toujours positive, et la statistique des dépenses de consommation des ménages selon le PCE. Le PCE qui a été mis à jour vendredi dernier, vous savez, il y a une composante dépenses de consommation des ménages, et il y a un déflateur, donc une composante inflation. Tant que ces 2 baromètres sont au-dessus de 0, c'est que le consommateur américain est résilient.
tant qu'il est résilient, puisqu'il représente 80% 70% du PIB américain, il n'y a pas de récession. Bien sûr, les choses pourraient changer. D'ailleurs, d'où maintenant un peu la situation d'urgence des banques centrales à abaisser les coûts de financement, les coûts du crédit, à relancer le crédit à la consommation. Aux États-Unis, le crédit carte bancaire, qui est hyper utilisé, qui avait atteint des taux d'intérêt à 15-20%. Maintenant, ils veulent rebaisser tout ça pour que le consommateur américain continue de s'empiffrer de tout ce dont il a envie d'acheter. Et c'est lui qui est un des moteurs de l'économie mondiale. Je ne dis pas que c'est bien, hein, attention. On ne parle pas d'éthique, on ne parle pas de morale, chacun fait ce qu'il veut, chacun consomme comme il l'entend. Mais voilà, en tout cas, c'est ça, dans la structure économique, c'est ça. Donc, les ventes au détail, c'est parfaitement dans le vert. Enfin, dans le vert. C'est toujours au-dessus de zéro. Alors oui, me direz-vous, c'est faible, on flirte avec zéro. Oui. D'ailleurs, récession du Covid, récession de 2008. Vous voyez ce qui se passe en récession. Les ventes au détail décrochent. Pour le moment, c'est au-dessus de zéro. C'est pas la folie, mais c'est au-dessus de zéro. Tendance de la production industrielle aux États-Unis, alerte orange. Effectivement, alerte orange. Mais l'industrie, nous sommes, alors vraiment, ça flirte autour de zéro. Mais dans les récessions du passé, ça décroche vraiment sous zéro. Là, ça flirte au-dessus de zéro. D'autre part, voilà, l'économie US, l'industrie, c'est 19% du produit intérieur brut. Mais effectivement, voilà, alerte orange parce que nous sommes en train d'osciller autour de zéro, mais il n'y a pas de décrochage encore sous zéro. Alors, bien sûr, là c'est un baromètre majeur, c'est peut-être... Voilà, je vous donne tout de suite les 3 grands baromètres majeurs pour dire que les États-Unis sont en récession. J'oublie tous les modèles, parce que les modèles, il y en a un qui dit alerte au noir, un qui dit que c'est vert. Donc si on regarde simplement les hard data, le concret, retenez 3 chiffres. Le chômage, les ventes au détail et les dépenses de consommation des ménages selon le PCE. Les dépenses de consommation des ménages selon le PCE, le chômage et les ventes au détail. Pour l'instant, les 2 sont dans le vert et 1 est en alerte orange. Alors justement, celui qui est en alerte orange, c'est bien sûr l'évolution du taux de chômage aux États-Unis. Alors, même si la Fed juge que le taux de chômage est bas, bon, il commence à se retourner à la hausse. La pente n'est pas bonne, hein, on voit sur longue période. Récemment, donc, il est monté à 4,3, il est tombé à 4,2. Je vous rappelle que la Fed a un seuil d'alerte à 4,4. À 4,4. La Fed nous a dit dans ses dernières mises à jour de projection macroéconomique que le taux de chômage aux États-Unis ne dépasserait pas 4,4% de la population active à horizon 2 ans. Ça, c'est tendu. Et cette semaine, la première semaine d'octobre, vendredi 4 octobre, vous avez la meilleure du NFP, j'en parle dans un instant. Par contre, quelque chose qui est moins bon, c'est le taux de chômage U6. Lui, il est vraiment moche. Hein. Il cesse de monter. C'est le véritable chômage aux États-Unis. Vous avez le travail précaire, vous avez ceux qui ont cessé de chercher un travail, mais en fait, ils le sont. Ils ne sont pas au chômage officiellement, mais ils le sont dans les faits. Ils ne le sont pas parce qu'ils ne sont plus inscrits, mais ils le sont dans les faits. Et là, la tendance n'est pas bonne. Et ça, c'est un vrai sujet pour la Fed, et c'est pourquoi la Fed, je pense, moi, va enchaîner les jumbo cuts. Parce qu'elle veut briser ça tout de suite. Alerte orange. Vous avez ici l'indicateur avancé le plus respecté. Vraiment, finalement, vous pouvez vous contenter de ces indicateurs pour juger la macro. Vous avez ici l'indicateur avancé le plus respecté par le marché, le PMI des services selon l'ISM. Selon l'ISM, c'est un institut aux States qui est très respecté, qui fait des data. Le PMI pour Purchasing Manager Index, c'est un indicateur avancé basé sur les standards. Et les services, 80% du PIB américain. Les services représentent 80% du PIB US. Et bien, c'est encore dans le vert. Comment est-ce qu'on le lit? Comment est-ce qu'on l'interprète? C'est tout simple. Au-dessus de 50, c'est l'expansion. En dessous, non. Regardez la récession de la crise sanitaire, la récession de la crise financière, la récession de la bulle Internet de 2001-2002. Là, nous sommes, c'est faiblard, mais toujours au-dessus de 50. Donc, pas de récession tant que les services tiennent le choc. Et ensuite, vous avez l'inflation sous-jacente, notamment des services, elle qui reste élevée, encore dans le vert. Et enfin, peut-être un des 3 plus importants, les dépenses de consommation des ménages US selon le PCE, d'autant plus que c'est vraiment celui que regarde la Fed. Et eh bien, lui, il est toujours au-dessus de zéro. Ça, si on commence à avoir du négatif là-dessus, ce sera un vrai signal d'alerte.
les dépenses des consommations des ménages, les revenus. Et mince, je ne suis pas allé prendre le bon. J'aurais dû prendre Voilà, pardon. Les dépenses. Les dépenses. Le PCE dépenses. Celui-là, vous voyez que pour l'instant, il est toujours au-dessus de zéro. Si jamais il devait basculer sous zéro, ce serait un vrai signal d'alerte. Le PCE spending. Vraiment à suivre d'extrêmement près. Voilà, donc au final, nous n'avons pas du côté des hard data tangibles, il y a encore beaucoup plus de vert que de rouge. Finalement, les alertes orange et noir, rouge et noir, sont du côté des modèles de récession. Ils se contredisent tellement que, voilà, moi j'ai mes 5 modèles ici, si les 5 étaient en alerte rouge, d'accord. C'est pas encore le cas. Mais bon, j'actualiserai ça donc en permanence. Rapport NFP du vendredi 4 octobre, le temps fort fondamental de la semaine avec ces deux seuils d'alerte. Vous avez donc dans ce débat de la récession, là je viens de vous lister un certain nombre de baromètres, et ça tombe bien puisque cette semaine d'octobre, vous avez un des 3 plus importants qui est mis à jour, qui est le rapport NFP. Le rapport NFP, donc le rapport NFP, qui est constitué en fait de plusieurs statistiques, c'est un rapport global. Il va être mis à jour ce vendredi, mais dans ses composantes, 2 m'intéressent. Le taux de chômage. Actuellement à 4,2% de la population active. Pourquoi 4,4 est un seuil d'alerte? Parce que c'est le seuil de la Fed. La Fed ne tolérera pas, elle l'a dit, ce sont les mots de Jerome Powell, nous ne tolérons pas un chômage qui irait au-delà. D'ailleurs, lorsque vous regardez les projections macro de la Fed à horizon 3 ans, elle nous dit que le chômage ne passera pas 4,4. C'est un peu risqué de sa part, parce qu'il est à 4,2. Donc là, effectivement, si ce vendredi, il devait monter à 4,4, vous comprenez que ce serait un signal d'alerte en faveur d'une récession. Et enfin, dans ce rapport NFP, vous avez les non-farm payrolls, les créations nettes d'emplois. La théorie économique nous dit que sous 100 000, s'il y a moins de 100 000 créations nettes d'emplois, et ces derniers mois, c'était mis à jour plutôt entre 120 et 140 000, s'il y a moins de 100 000 créations nettes d'emplois, ces créations nettes d'emplois ne sont pas suffisantes pour absorber les nouvelles arrivées dans la population active. Et donc, mécaniquement, ça fait une augmentation du taux de chômage. Donc, ça, ce sont les temps forts à suivre pour ce 4 octobre. Chine, un package de soutien à l'économie au marché action chinois. Alors, je commence par 2 illustrations à droite qui nous viennent de Bloomberg pour vous montrer à quel point l'indice de Shanghai... Alors, en Chine, vous avez 4 places boursières. Vous avez Hong Kong, Schengen, Shanghai et Pékin. Shanghai est la plus importante. La Chine a annoncé la semaine dernière un package de soutien massif, plus vu depuis la crise financière de 2008. Moi, je suis très content parce que je vous avais proposé une stratégie d'achat du marché action chinois la semaine dernière, et 2-3 jours plus tard, boum, le package arrive. Tant mieux, tant mieux. J'espère que certains ont pu se positionner. Donc vous avez, dans ce package de soutien, vous avez la partie réduction des taux d'intérêt, baisse des taux directeurs à tout va sur différents horizons de temps, des dispositifs de prêt à moyen terme. Le plus important, c'est celui-ci, d'ailleurs j'aurais dû le mettre, c'est l'abaissement des exigences de réserve, la réduction du ratio de réserve obligatoire de 0,50 points, qui libère 140 milliards de dollars de liquidités. Le soutien aux prêts hypothécaires, bon, le secteur immobilier chinois est en difficulté, il y a eu beaucoup trop de construction. Le soutien aux gouvernements locaux et surtout un soutien direct au marché actions. Et ça, c'est inédit. Injection de liquidité pour soutenir la hausse du marché actions. Alors, quand on a une stratégie de rebond technique des indices boursiers et que 2 jours plus tard, la Chine nous annonce ça, ça fait plaisir. Et donc, effectivement, vous avez eu la semaine dernière, voilà, c'est complètement dingue, hein, je ne sais pas si certains ont eu le temps de rentrer, hein, parce que nous en parlions la semaine dernière ici. Bon, vous avez eu l'explosion. Ici, vous avez donc Shanghai, qui est la bourse la plus importante. Là, vous avez Schengen. Là, je vous mets Hong Kong. Bon, j'aurais pu mettre, j'ai pas mis Pékin. Bon, là, vous avez Taïwan, hein, même si c'est pas la Chine continentale. Enfin, c'est pas la Chine. Enfin, ça, c'est un autre débat. Hein. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est plutôt de bon augure pour tenir cette stratégie d'achat du marché action chinois
sur le moyen terme. En grande partie parce que le package de soutien est archi complet. Notamment la réduction des réserves obligatoires, et ça va continuer, et le soutien direct au marché action. Soutien direct. Terminons par mise à jour de l'analyse technique du S&P 500, donc multi-horizon de temps, comme je vous fais chaque semaine. Donc, comme d'habitude, on commence par l'horizon de temps mensuel, RAS, toujours pas de divergence baissière. Tant qu'il n'y a pas de divergence baissière sur le graphique de long terme, qui est l'horizon de temps monthly, eh bien, le bull market se poursuit. Donc là-dessus, écoutez, pas de sujet. En données hebdomadaires, moi, vous savez que je vous propose donc depuis quelques semaines l'hypothèse d'une vague 5, sachant que la vague 3 s'était terminée par une divergence baissière que nous avons épurée par un retour à la neutralité qui est le niveau des 50 sur le RSI. Nous sommes donc repartis ici pour une vague 5, et vague 5 à l'intérieur de laquelle j'envisage donc 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 temps, ce qui est classique. Et donc là, nous sommes dans le troisième temps, voilà. Et donc, c'est toujours haussier, tant que le marché se maintient au-dessus du gap et au-dessus des 5700 points. Donc l'invalidation de la hausse, c'est le gap, et donc c'est toujours haussier au-dessus de ce support. Je pense qu'on peut envisager, d'ici la fin de l'année, les 6000 points. Voilà, chers amis, ainsi s'achève cette nouvelle édition de Top Gun. J'espère qu'elle vous a appris des éléments intéressants sur ce débat autour de la probabilité d'une récession aux États-Unis. Et donc cette semaine, clairement, un des baromètres majeurs, qui sont les statistiques du marché du travail aux États-Unis. Et donc avec ces deux seuils d'alerte à surveiller. Si cette vidéo vous a plu, un petit like. Encore mieux, vous abonner si vous êtes très gentil. Et passez une bonne semaine. Merci.